Bientôt 15 h sur BFM TV. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, on est ensemble pour 2 heures d'actualité. Bonjour Loïc. Bonjour Fanny, bonjour à tous. 2 individus en garde à vue pour homicide volontaire avec préméditation. Ils se sont rendus d'eux-mêmes à la police après le meurtre hier d'un mineur à Bondy. Ils ont 19 et 27 ans. Ils connaissaient la victime et les enquêteurs les avaient identifiés. Cela se porte donc à 3 le nombre d'adolescents de moins de 15 ans décédés en région parisienne cette semaine. Entre vengeance personnelle et guerre des gangs, les protagonistes semblent de plus en plus jeunes. On en parle dans ce journal avec le député de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Premier week-end confiné pour les agglomérations de Nice et Dunkerque. Le littoral notamment est interdit. Nouvelle variante de restrictions pour faire face aux variants du Covid-19. La souche anglaise désormais majoritaire dans le pays. Et avec elle, ça hausse toujours de contamination. Et puis 20 autres départements de France métropolitaine sont sous surveillance renforcée d'ici à la semaine prochaine. Jean Castex consulte donc aujourd'hui les préfets, les patrons des agences régionales de santé de ces zones. Objectif, renforcer les mesures localement pour éviter au maximum un confinement national. Ils se sont donc rendus d'eux-mêmes au commissariat. Ces 2 suspects du meurtre d'un mineur hier soir à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Angie Loata, c'est là qu'on vous retrouve. Ils avaient été identifiés par les services de police et ont immédiatement été placés en garde à vue pour homicide volontaire avec préméditation. Oui, absolument. Effectivement, homicide volontaire avec préméditation. 2 hommes de 19 et de 27 ans qui se sont effectivement rendus eux-mêmes au commissariat de Bobigny, placés donc en garde à vue pour probablement 48 heures. Alors ces 2 hommes, eh bien ce que l'on sait, c'est qu'ils étaient originaires de Bondy également. D'après des sources policières, ils avaient un lien avec la victime. En tout cas, ils la connaissaient, mais il est toujours difficile de saisir le mobile, la raison de ces actes-là potentiels. Rappelle simplement des faits. C'est ici, devant cet espace Nelson Mandela de Bondy, qu'effectivement hier des coups de feu ont été entendus aux alentours de 17h20, vraisemblablement par la boîte aux lettres de cet espace Nelson Mandela. Et donc c'est un jeune homme de 15 ans qui a été touché au thorax et qui est décédé dans la soirée. Merci Angie Loata avec Johan Chérifi. Donc à Bondy en Seine-Saint-Denis. Guillaume Fard nous a rejoint en plateau. Bonjour, spécialiste sécurité. Encore des zones d'ombre autour de cette affaire. Oui, effectivement, il va falloir éclaircir les conditions dans lesquelles cet homicide a eu lieu hier, même si on commence déjà à avoir de premiers éléments. On sait notamment que c'est probablement une piste du règlement de compte, mais sur la base d'un différend personnel qui a conduit à cet homicide par balle. On devrait peut-être être éloigné de la piste du trafic de drogue. En tout cas, ce qui a interpellé hier encore, c'est l'extrême jeunesse de la victime à la suite d'une semaine qui est quasiment une semaine noire, puisqu'il y avait déjà eu 2 victimes dans l'Essonne, âgées de 14 ans. Une jeune femme d'abord, en marge d'un affrontement entre bandes, puis un jeune homme qui était partie prenante, lui, à un affrontement entre bandes. Et hier, à Bondy, ce jeune adolescent de 15 ans qui est tué par balle sur la base d'un contentieux personnel. Et donc l'extrême violence, là encore, qui conduit à son assassinat, à son décès hier. On va parler dans un instant justement de l'âge, la jeunesse et notamment les armes qui étaient présentes. Mais ce qu'on sait, c'est que les 2 suspects connaissaient la victime. Angie Loata, que sait-on d'elle justement, de cette victime mineure ? Eh bien, ce que l'on sait, oui, effectivement, c'est que c'est un jeune homme de 15 ans et on a pu discuter depuis ce matin avec plusieurs témoins de la scène ou encore avec des amis proches parfois de ce jeune homme de 15 ans. Regardez derrière moi, devant cet espace Nelson Mandela, les habitants qui sont venus déposer des fleurs à plusieurs moments de la journée. On a pu croiser des regards assez émus. Une mère de famille également qui a écrit juste là-bas: hier, nous avons tous perdu un enfant, signant simplement de son nom et expliquant bien que cela aurait pu être son fils. Il y a beaucoup d'émotions parce qu'on nous décrit un jeune homme finalement très calme, très sage, qui était féru de sport et qui se donnait à fond dans sa passion, en l'occurrence la boxe thaïlandaise, qui n'avait généralement pas de problème avec les gens et qui était très investi ici, notamment ici à l'espace Nelson Mandela. La plupart de ses amis, de ses proches veulent lui rendre hommage aujourd'hui et ne comprennent pas exactement ce qui a pu se passer. Merci pour ces dernières précisions, Angie Loata, et Guillaume Fard le disait tout à l'heure. Cela fait donc 3 adolescents tués en à peine moins d'une semaine en région parisienne. Il y a quelques jours, les victimes avaient seulement 14 ans, poignardées lors de rixes entre jeunes et bandes rivales. Le reportage de Jordan Ray.
Il est aux alentours de 17h30 hier à Bondy en Seine-Saint-Denis lorsqu'un adolescent de 15 ans est tué par balle. Selon le parquet de Bobigny, 2 hommes auraient ouvert le feu à travers la boîte aux lettres d'une maison avant de prendre la fuite à scooter. J'ai juste vu un scooter noir, 2 personnes dessus et décoller, mais vraiment à toute vitesse sur le trottoir. Ils n'ont même pas pris la route, ils ont pris le trottoir. Et quand je suis rentré chez moi, c'est là où j'ai entendu que le petit venait de se faire tuer, quoi. En quelques jours, c'est le 3e jeune de moins de 15 ans à être tué en Île-de-France. En début de semaine, c'est le département de l'Essonne qui a été marqué par le décès de 2 jeunes de 14 ans, une adolescente ce lundi à Saint-Chéron et un adolescent ce mardi à Boussy-Saint-Antoine. Tous 2 ont été poignardés lors de rixes différentes entre jeunes de bandes rivales. Des affrontements en série qui sont d'une rare violence. Maintenant, cela concerne de très jeunes adolescents, c'est-à-dire 13 ans, 12 ans, vous êtes à la sortie de l'enfance. Enfin, c'est vraiment le tout début de l'adolescence. Et elle constate effectivement qu'il y a une augmentation des violences, et ça, on le constate par le nombre de tentatives d'homicide et par le nombre d'homicides. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation aussi des décès. En 2020, 357 affrontements entre bandes de quartier ou groupes informels ont été recensés en France, contre 288 en 2019, soit une hausse de près de 24%. Alors faut-il y voir un phénomène inquiétant? Bonjour Éric Coquerel, vous êtes député à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Que se passe-t-il avec les jeunes? Vous me permettrez, avant de répondre, d'apporter toutes mes condoléances à la famille du jeune Aymen et de ses proches, parce que vous avez dit dans votre reportage, aujourd'hui c'est une ville qui est endeuillée et un département, et c'est vraiment quelque chose de terrible. On ne doit jamais mourir comme ça, mais encore moins à 15 ans, quoi. C'est évident. Alors qu'est-ce qui se passe avec les jeunes? D'abord, évitons toute récupération politicienne idéologique. Ne globalisons pas, il n'y a pas un problème global avec les jeunes aujourd'hui, cette génération, qui laisserait penser qu'il y a des sauvageons auxquels on ne peut plus faire face ou je ne sais quelle dégénérescence. La plupart des jeunes ne vivent aucun problème. D'ailleurs, ce jeune qui est mort manifestement n'aurait pas dû mourir. C'est quelqu'un qui était connu pour sa gentillesse. Moi, hier, j'étais au Red Star en accueillant la ministre de l'égalité et on nous a montré au Red Star une génération de jeunes issus souvent des quartiers populaires qui jouent au foot, qui font dont le président me disait cette génération de 12-13 ans, elle est extraordinaire, elle est plus mature, elle met mieux en avant les valeurs d'égalité. Donc vous voyez, ne généralisons pas. Par contre, essayons de comprendre, ça je le crois, pourquoi ces violences sont plus dégénèrent de manière plus brutale. Ça c'est vrai. Et je crois qu'il faut regarder les conditions matérielles. Ça s'est passé dans quel endroit? Ça s'est passé dans un centre de loisirs. Autrefois, dans les centres de loisirs, dans les associations, jamais une rixe comme ça n'aurait entraîné la situation qu'on a connue. Parce qu'il y avait suffisamment d'encadrants, il y avait suffisamment d'associations, de travailleurs sociaux. Ça, c'est un premier problème qu'on dénonce depuis longtemps. Deuxièmement, c'est vrai que ça a été fait avec des armes et que le trafic d'armes au Seine-Saint-Denis, je sais que ce qui s'est passé hier n'a aucun lien avec un règlement de compte de trafic de drogue. Mais par contre, le trafic des armes, il est lié à la question souvent du trafic des drogues auquel il faut absolument faire face, raison pour lesquelles actuellement je fais une proposition de loi à l'Assemblée, je travaille pour contrer justement ce trafic de drogue. Troisièmement, c'est aussi la conséquence de la déscolarisation. 170 000 jeunes aujourd'hui qui n'arrivent pas à 16 ans et qui sont déscolarisés avant. Ajoutez les problèmes sociaux et vous avez un contexte qui malheureusement explique ce genre de situation. Éric Coquerel, restez avec nous en plateau. On en parle également avec Philippe Corbet du service politique BFM TV. On le voit dans cette affaire, la problématique, c'est évidemment la violence, une extrême violence. Et peut-être aussi un sentiment d'impunité. Oui, au ministère de l'Intérieur, à la fois il souligne le caractère tout à fait frappant de cette série de 3 morts en une semaine dans la même région, 14 ans dans l'Essonne, 15 ans en Seine-Saint-Denis, mais Place Beauvau, vraiment, ils essayent de distinguer des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. C'est-à-dire d'un côté le phénomène des bandes dans l'Essonne, qu'on connaît, qui n'est pas nouveau, qui est difficile à traiter. Et d'ailleurs, il y aura lundi une réunion entre Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, pour essayer de répondre de façon plus efficace à cette question des bandes. Et par ailleurs, ce qui s'est passé hier soir à Bondy, dans un contexte très différent, où là, on voit effectivement, même si l'enquête n'a pas encore abouti, qu'il y a une situation
particulière avec une arme, peut-être un règlement de compte lié à une affaire personnelle. Tout cela est très différent. Et donc ils mettent en garde, Place Beauvau, sur le côté généralisateur de l'idée qu'il y aurait une sorte de génération ou une ultra-violence chez les plus jeunes, en nous rappelant par exemple que sur le phénomène des bandes, donc qui ne correspond pas à celui de Bondy, il y avait davantage de rixes il y a quelques années et que ce phénomène est plutôt en régression ces dernières années. En tout cas, il y a cette volonté de distinguer ces affaires qui n'ont rien à voir, même si effectivement on nous dit, évidemment, l'âge interpelle et on a entendu sur notre antenne depuis ce matin différentes mères de famille nous dire à propos de Bondy, mais ça aurait pu être mon fils, et évidemment ça frappe tout le monde. Et Éric Coquerel, on entend votre argument de la prévention et de tout le travail social qu'il y a à faire, notamment dans certains quartiers. Mais pour répondre à la violence qui est immédiate, il y a quand même des armes sur place. Ce mineur, il a été tué en plein jour par balle. On vient de le dire, il y a tous ceux qui habitent autour et ces mères de famille qui disent que ça pourrait être notre enfant. Comment on y répond très concrètement aujourd'hui ? On n'y répond pas par plus de répression, parce que la question c'est qu'il y a de plus en plus de répression des mineurs, et pourtant vous le dites vous-même, la violence non pas est plus importante. Pour une fois, je suis d'accord avec Place Beauvau, vous voyez, mais elle s'exprime de manière plus violente en termes d'utilisation d'armes à feu. Vous savez qu'aujourd'hui on est le pays en Europe où on met le plus tôt les jeunes en prison, à 13 ans. On est le pays en Europe qui permet d'avoir des casiers judiciaires à 10 ans. On est le pays en Europe qui, contrairement aux idées reçues, poursuit le plus les jeunes. Plus de 90% des jeunes mineurs délinquants sont poursuivis contre 80% des majeurs. Donc arrêtons avec les idées préconçues. Je crois qu'on y arrivera. C'est exactement comme le trafic des drogues. On n'y arrivera pas seulement avec la question de la répression. Voilà. Il faut de la prévention. Il faut aussi peut-être considérer, c'est peut-être pas non plus un hasard, je me permets de le dire, si ce qui se passe ensemble depuis des mois est en lien avec aussi les questions de couvre-feu, de confinement. Moi, on me dit, et c'est le préfet de Seine-Saint-Denis qui m'en a parlé il y a encore peu de temps, qui me dit que la situation commence un peu à être chaude parce que c'est pas normal pour des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans, pour tout le monde d'ailleurs, mais plus particulièrement les jeunes, d'être enfermés chez eux, souvent dans des conditions difficiles. Psychologiquement, c'est des choses qui sont de plus en plus dures à vivre et qui ne peuvent pas générer des choses de bonnes. Donc ça aussi, il faut s'interroger là-dessus. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Éric Coquerel, je le rappelle, vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On vous parle à présent de ces deux hommes en garde à vue après l'incendie d'une voiture de police à Mulhouse. Ça s'est passé hier en fin d'après-midi. Le véhicule était stationné devant un commissariat. Les deux individus sont soupçonnés d'être ceux sur la vidéo que l'on voit jeter un cocktail Molotov par une vitre brisée. Les policiers disent connaître les motivations. Un acte qualifié de scandaleux par le préfet du Haut-Rhin qui apporte tout son soutien aux forces de police. 15h10 sur BFM TV, il fait beau, il fait chaud, mais impossible de profiter de la plage depuis ce matin. C'est confinement dans l'agglomération de Dunkerque comme sur le littoral niçois. Pas sûr que les habitants de Nice et ses alentours apprécient autant qu'avant d'être en week-end. Anaïs Kroutz, on vous retrouve sur la promenade des Anglais et vous êtes bien chanceuse, bien seule. Oui, bien seul. Alors, on n'a pas le soleil, mais effectivement, cette promenade des Anglais est complètement déserte. Un samedi après-midi, pendant les vacances scolaires, c'est une image qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Interdiction pour ce week-end et pour le suivant d'accéder à ce trottoir de la promenade des Anglais, ainsi que sur les plages. Décision prise par la ville de Nice, en plus des mesures de confinement. Alors, vu le temps aujourd'hui, ce n'est pas très contraignant, mais demain, avec le soleil qui est annoncé, les Niçois nous le disent, ça va être compliqué. Parmi ces habitants, eh bien, il y a ceux qui estiment qu'il faut en passer par là pour lutter contre la situation épidémique dans le département, et puis ceux qui ont du mal à comprendre pourquoi on confine le week-end et pas la semaine et se sont un petit peu privés du peu de liberté qu'il leur reste. Écoutez ces habitants, ces Niçois rencontrés avec Quentin Trigaudet. C'est sûr que moi j'aime marcher, j'aime balader et 1 heure, c'est un peu court, 5 km, c'est vraiment restreint. Et bon, c'est dommage parce que je trouve que enlever la liberté aux gens comme ça, c'est triste. Et d'autant plus que là, il n'y a personne. Mais les gens sont tous partis dans l'arrière-pays. Hier soir, il y avait une queue pas possible sur la 202 pour monter à la montagne. On reporte le problème dans d'autres secteurs où il n'y en avait peut-être pas. Là, ça fait quand même quelques semaines que ça nous pend au nez et quelque part se dire que c'est que le week-end, on croise les doigts. On se dit, on espère que ça suffira, quoi.
En tout cas, les contrôles de police et de gendarmerie ont débuté hier et se poursuivent tout le week-end dans le département, que ce soit sur les routes vers l'arrière-pays niçois, mais aussi dans le centre-ville, également en mer pour surveiller le littoral et aussi cette promenade des Anglais qui va donc rester fermée tout le week-end. Merci Anaïs Kroutz avec Marion Delpierre donc à Nice. On en parle en plateau avec vous, docteur Jean-Luc Lemarie. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste dans les Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison, également président du syndicat des médecins libéraux des Hauts-de-Seine. Ces 2 week-ends de confinement, on l'a vu sur le littoral niçois, également dans le Dunkerquois. Est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que on peut espérer des résultats concrètement à partir de ces mesures? Bon, on espère. Après, c'est difficile parce que je pense que c'est des mesures qui viennent, d'être mises en place. On comprend bien le côté économique et sanitaire. Je veux dire, c'est cette balance-là. Je pense que si on laisse la semaine, c'est pour travailler, et le week-end, c'est pour éviter les rassemblements des jeunes et des moins jeunes. Alors, est-ce que la stratégie est bonne? Je ne sais pas. Je pense qu'on le saura. L'intention, au moins. L'intention est bonne. Sanitairement, je suis médecin, donc on a avant tout une angoisse sanitaire. On voit que la Covid augmente, on voit que les variants augmentent de plus en plus. Est-ce que vous le voyez, vous, dans votre cabinet, avec vos patients? Ah oui, depuis 15 jours, oui, il y a beaucoup plus de gens il y a beaucoup plus de gens positifs, je veux dire, et de tous âges. Je veux dire, il y a beaucoup de jeunes adultes. J'ai un de mes patients qui est en ce moment en réanimation. Voilà, c'était... On avait, il y avait un genre de plateau depuis quelques mois, et là le plateau, on est en train de grimper tout doucement. Enfin, les chiffres en Île-de-France sont assez évocateurs. Je veux dire, il y a plus de cas en réanimation. On est, je crois, à pas loin de 800 patients hospitalisés en réa pour la Covid. Voilà, donc on atteint des seuils qu'on n'avait pas atteints depuis assez longtemps, et ça monte. Alors après, est-ce que le week-end, après, on ne sait pas encore ce que donnera l'Île-de-France, mais c'est un moyen d'essayer de réduire la casse, quoi. Après, c'est tout. Philippe Corbet, est-ce que le pari d'Emmanuel Macron de ne toujours pas reconfiner, ça a été également confirmé et rappelé par le Premier ministre aujourd'hui, est-ce que ce pari, il reste aujourd'hui à tenir? Est-ce que c'est toujours la ligne que l'on tient? Oui, le jeudi soir, lors de l'intervention de Jean Castex, lors de sa conférence de presse, certains avaient eu l'impression finalement que la question n'était plus de savoir s'il y aurait un reconfinement, mais plutôt quand, parce qu'il y avait eu notamment cette phrase du Premier ministre, il faut tout faire pour retarder un confinement. Là, aujourd'hui, c'est plus clair. Le Premier ministre a réuni tout à l'heure en visio à Matignon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, les préfets des 20 départements qui sont sous surveillance et les responsables des ARS, pour leur dire de tout faire pour éviter un confinement. Donc on est revenu à cette idée qu'il faut éviter un confinement en adoptant des mesures territorialisées. Donc c'est pour ça que les préfets sont invités à discuter avec les élus locaux, parce que la situation dans le Pas-de-Calais n'est pas forcément la même que dans la Drôme, qui est aussi un des départements sous surveillance. Donc concertation avec les élus pour pouvoir prendre des mesures qui devront être prises s'ils considèrent que la situation est intenable, et donc on pourrait avoir en milieu de semaine prochaine des décisions concernant un certain nombre de départements qui seraient confinés le week-end, comme le littoral des Alpes-Maritimes et le Dunkerquois. Donc ça, on verra dans les prochains jours, mais sans attendre ces concertations avec les élus, sans attendre ces décisions sur des confinements le week-end, le Premier ministre leur a demandé de réfléchir dès maintenant à un contrôle, à un renforcement des contrôles sur des mesures déjà mises en place. Donc par exemple, éviter les regroupements. On a vu le week-end dernier à Paris, à Lyon, des préfets qui ont déjà pris des mesures pour empêcher par exemple les regroupements liés à des ventes d'alcool dans la rue, parce que voilà, il faisait beau, donc les gens avaient envie de se retrouver, les cafés sont fermés, et donc on voyait des gens boire des bières dans des rues. Voilà, il y a eu des mesures qui ont été prises, donc ça, il n'y a pas besoin forcément de concertation avec les élus. On sait aussi que dans le département du Nord, dès ce week-end, il est interdit de vendre de l'alcool comme ça sur la voie publique. Donc des préfets peuvent prendre ici ou là des décisions, et là encore, la situation en Eure-et-Loire, qui est un département
département plutôt rural n'est pas la même chose qu'à Paris, qui est un département forcément urbain. Et puis il y a aussi l'idée de déployer rapidement des tests salivaires, donc pouvoir mesurer plus rapidement, plus facilement aussi l'évolution de la maladie grâce à ces tests qui sont plus faciles et moins invasifs que les tests qu'on fait depuis plusieurs mois avec cette écovillon dans le nez. Je cherchais le mot. Certains plus que d'autres, doucement, mais sûrement on a quand même bien la sensation de prendre un chemin, celui d'un reconfinement qui pourrait se terminer par être généralisé. Et c'est aussi pour ça qu'on regarde ces deux zones avec beaucoup d'attention. On était à Nice, premier week-end de confinement également sur le littoral de la Côte d'Opale à Dunkerque. On ne sort plus sans sa bonne vieille attestation. Bah oui, c'est reparti. Reportage de Marine Scherer. À Dunkerque ce matin, les mouettes avaient quasiment la plage pour elles toutes seules. En bord de mer, seuls quelques sportifs et des promeneurs venus profiter tôt de leur sortie autorisée, 1 heure à moins de 5 km de chez eux. Alors là, c'est quoi le motif de votre sortie? C'était promenade en amoureux pendant 1 heure. Ouais. En plus, on habite là-bas, donc on respecte. Moi, je fais une digue, je vais tout au bout là-bas. Je pars de chez moi, c'est à 1,5 km d'ici, ça me fait 5 km aller-retour. À mon âge, c'est bien. C'est un très bon tempo, c'est impeccable. Le programme ce matin, une petite marche. 1 heure. 1 heure. Après, on va bricoler dans la maison. Ce week-end et le suivant, les habitants du Dunkerquois sont confinés. Et donc, avant de sortir... Est-ce que vous avez fait votre attestation? Oui, bien sûr. Ça vous a manqué? Non, pas vraiment. À Dunkerque, la propagation du coronavirus s'est accélérée, le taux d'incidence dépassant la barre des 900 cas pour 100 000 habitants. Alors ici, certains comprennent ce nouveau confinement. Il faut se protéger. Je pense que l'objectif, c'est quand même ça, c'est que la régression de la maladie, elle soit effective. Durant les week-ends de confinement, les commerces autres qu'alimentaires sont fermés. Le marché, lui, peut rester ouvert dans le respect des consignes sanitaires. Docteur Lemarie, ces mesures, on les voit pour l'instant localement dans la région de Nice, dans la région de Dunkerque. Est-ce que finalement on ne va pas, même si l'exécutif rappelle que ce n'est pas l'option favorisée, on ne va pas finir par devoir reconfiner la France? Ça va dépendre des conditions sanitaires. On ne sait pas l'évolution de ce virus. Ça fait depuis, je pense que tous les prévisionnistes, tous les virologues sont un peu surpris, et nous, par la même occasion. Je pense que c'est les chiffres qui vont donner les mesures de confinement. Et au niveau sanitaire, il y a malheureusement, on l'a vu lors de la première vague, les 2 mois de confinement ont permis de réduire quasi à 0 l'épidémie. Alors est-ce que c'était entre guillemets un hasard? Mais j'ai peur. Il y a généralement pas beaucoup de hasard. Ça ajoute les variants aujourd'hui. On n'avait pas les variants il y a un an. C'est ça. Mais les variants, s'il y a plus de contact entre nous, on réduit forcément la propagation. Donc, quel que soit le type de virus, c'est toujours la même histoire. Donc, moins il y a de contact entre humains, moins il y a de propagation du virus. Et j'espère, et c'est vrai que le confinement n'est pas une solution, ne serait-ce qu'au niveau psychologique. On le voit bien, là aussi, il y a un gros problème psychologique. Vous parliez en début d'émission des enfants un peu violents. Chez les adultes, c'est pareil, il y a une angoisse qui monte, on le sent aussi dans nos cabinets. Il faut qu'on rassure nos patients, c'est permanent. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce qu'on n'en a pas fini de parler de cette actualité liée au Covid. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que le variant anglais est désormais majoritaire dans le pays. C'est ce qui explique notamment la hausse des contaminations. Mais ce qui inquiète, c'est déjà une autre menace, et notamment le variant sud-africain. Sachez que 12 cas, par exemple, ont été détectés dans des écoles d'une commune des Yvelines. Et tous les établissements resteront fermés lundi. Ça devait être la rentrée, ça ne sera pas le cas à Chambourcy très précisément. Et les habitants sont appelés à se faire dépister tout le week-end. Et tout de suite, l'infotrafic. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et voici les prévisions de bisons futés pour aujourd'hui. Sévères au niveau national dans le sens des départs, dans le sens des retours également vert. Mais attention, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où là, la journée est classée orange.
C'était votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Allez, restez avec nous dans un instant sur BFM TV. On reviendra sur l'enquête qui ne fait que débuter. Après le meurtre d'un mineur à Bondy en Seine-Saint-Denis, c'était hier en fin de journée. Sachez que 2 suspects sont placés en garde à vue. Ils se sont présentés ce matin d'eux-mêmes au commissariat. Tout de suite. Vendredi, samedi, dimanche, 22h minuit. Je suis ravie de vous retrouver pour Week-end Direct. Toute l'actualité de la fin de semaine, toute l'actualité du week-end. Les indicateurs sont en hausse. Vos soirées news avec Alice Darfeuille. En tout cas, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Des reportages, des invités. Malheureusement, la situation est quand même délicate. Du temps pour comprendre. C'est quand même la bonne nouvelle de 2021. Ça veut dire qu'on sait le faire, qu'on va le faire. Week-end Direct, vendredi, samedi, dimanche à 22h sur BFM TV. Prenez de l'avance en regardant votre programme avec la BMW X1 hybride rechargeable. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 55 ans et je vais attaquer aujourd'hui le programme Comme j'aime. Ça, c'était moi il y a 6 mois, avec 15 kilos en plus et 27 cm de tour de taille en plus. Alors, il n'y a pas photo. Je le vois bien dans la vie de tous les jours, ça a changé. Physiquement, ça a changé. Alors vous aussi, faites comme Stéphane. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Ou appelez le 0800 534 534 commej'aime.fr. Qui peut concurrencer la MAF? Madame Imbert, en plein dégâts des eaux. Vous devriez prendre votre assurance habitation chez nous. Ah, on vous a pas dit? Avec MAF Triple Plus, j'ai plus de services, avec l'intervention d'un plombier et la première heure de main-d'œuvre gratuite. Plus de protection avec le remboursement à neuf de mes meubles et même de mon téléphone. Et plus d'économies avec des réductions pour acheter du mobilier et rénover ma maison. Vous avez échoué. Je préfère la MAF. Votre devis sur maf.fr et en agence. Mes enfants, ce qu'ils aimeraient pouvoir faire, c'est soit voler très haut dans le ciel, soit être capable de se téléporter. Moi, mon truc, ça serait plutôt de savoir combien vont me coûter mes consommations de gaz le mois prochain. C'est selon votre conso. Mais avec l'offre gaz énergie garantie 2 ans d'Engie, on vous garantit un prix fixe du kilowattheure de gaz naturel pendant 2 ans. Et en ce moment, 5 arbres plantés grâce à vous pour la souscription d'une offre ELEC et ou gaz énergie garantie 2 ans. Souscrivez au 39 93. J'agis avec Engie. Voiture.fr. Vendre une voiture, c'est possible depuis chez vous et en toute sécurité. Entrez simplement les informations de votre voiture en ligne et recevez directement le prix de vente final. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Pour moi, il n'y a pas mieux pour vendre sa voiture. Allez sur www.vendezvotrevoiture.fr. Abonnez-vous au pass Uber Eats et profitez des frais de livraison offerts en illimité. En ce moment, le premier mois d'essai est gratuit. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill. From the bottom to the top, I finna knock it out. Oh no, I'm the talk of the town. I know you're feeling it now. Transition, la lumière sous contrôle. Dispositif médical. Nouveau, technologie révolutionnaire. Transition signature chez Nuit. Demandez conseil à votre opticien. À Loué, ça fait 60 ans qu'on ne fait rien. Rien? Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Rien? Rien que veiller au bien-être de nos volailles. Rien? Rien que respecter nos valeurs environnementales. Rien? Et rien que du bon pour manger mieux. À Loué, on ne fait rien comme les autres. Nos œufs et nos volailles sont naturellement sains et plus savoureux. Loué, libre par nature. Retrouvez-nous 365 jours à Loué.
Restez au chaud devant la météo avec Helio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Helio. C'est une vraie tempête de beau temps en Bretagne en ce moment, comme ici à Dinard. C'est un peu frais avec une dizaine de degrés seulement, mais on va conserver ce très beau ciel bleu pâle sur la côte d'Opale. Ce mois de février va se clôturer en beauté avec un anticyclone qui va nous accompagner pour quelques jours. À nouveau, c'est un anticyclone anglais. Vous voyez, alors il y a toujours cette goutte froide en altitude, cette dépression de faible activité, mais qui donne tout de même quelques pluies, des averses parfois orageuses sur les plages. Alors peu à peu, elle va se décaler vers les Pyrénées et en direction de l'océan pour ce dimanche. On aura donc ces entrées maritimes de Perpignan à Montpellier qui vont monter jusqu'à Toulouse avec un vent marin, un vent d'OTAN assez présent. Mais vous voyez que le soleil sera déjà en grande forme dès le matin, sauf de la Normandie jusqu'au Hauts-de-France. Là, l'humidité résiduelle va avoir tendance à remonter en tout début de journée. Ces brouillards sont parfois tenaces, mais ils devraient peu à peu se dissiper. Ça va se dégager également sur le midi toulousain dans l'après-midi. On va simplement conserver un peu d'instabilité dans le sud-ouest avec des averses isolées, parfois quelques flocons à partir de 1500 mètres pour nous rappeler que nous sommes encore en hiver pour l'instant. Mais les températures, elles vont vite remonter. Quelques gelées en début de journée. Ensuite, on va repasser au-dessus des moyennes en début de semaine prochaine. Alors pour ce dimanche, on partira de -1 degré à Clermont-Ferrand notamment. 0 degré du côté de Nancy, donc quelques gelées blanches possibles du nord-est au centre-est du pays. Sinon, de 2 à 5 degrés en général et de 5 à 10 degrés près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, on va retrouver une relative douceur, 10, 14 degrés sur une bonne moitié nord et de 14 à 17 degrés en allant vers le sud. On ira jusqu'à 17 degrés notamment à Limoges, à Marseille ou alors du côté de Nice. Et la semaine prochaine, on va enchaîner les belles journées au moins jusqu'à mercredi avec le retour de la douceur. Vous étiez au chaud devant la météo avec Helio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Helio. Les titres à la une de l'actualité de 15h30 sur BFM TV. Ce premier week-end de confinement pour les habitants de Dunkerque et de son agglomération. Les déplacements ne sont autorisés que sur dérogation et les contrôles ont commencé. Nous serons avec Charles Bert dans ce journal. Les suspects du meurtre d'un mineur hier à Bondy en garde à vue. Ils se sont rendus d'eux-mêmes au commissariat. 2 personnes de 19 et 27 ans. Ils connaissaient la victime et sont soupçonnés d'homicide volontaire avec préméditation. On sera avec le président du conseil départemental en fin de journal. Ce sont donc 3 jeunes de moins de 15 ans qui sont morts en Ile-de-France en moins d'une semaine. Entre règlement de compte et rixe entre bandes rivales, les autorités locales ne peuvent que déplorer des victimes de plus en plus jeunes. C'est donc le premier des 2 week-ends de confinement local qui a commencé du côté de Dunkerque, notamment depuis hier 18h. Seules les personnes munies d'une attestation justifiant un motif légitime de sortie sont autorisées à se déplacer. On vous retrouve à Brédune, Charles Bert, c'est tout près de Dunkerque. Et là-bas, on s'assure que les mesures sont bien respectées. Absolument, nous sommes ici à une dizaine de kilomètres de Dunkerque, dans l'une des communes concernées par ce confinement. Et vous le voyez, sur cette plage, les contrôles de gendarmes et de police ont commencé ce matin. Environ 200 policiers et gendarmes sont mobilisés tout ce week-end. Alors, vous le voyez, pour l'instant, il y a seulement quelques promeneurs, mais nous sommes ici vraiment à un endroit stratégique. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, cette plage était noire de monde, avec des Dunkerquois, mais aussi des Belges qui sont ici seulement à 5 km avec la frontière. Commandant, c'est donc un gros week-end pour vous. Est-ce que pour l'instant, les Dunkerquois respectent ce confinement ? Oui, tout à fait. Dans l'ensemble, les gens respectent que ce soit le rayon des 5 km, la durée et les motifs de déplacement. Est-ce que pour l'instant, vous avez déjà dressé des contraventions ? Non, aucune contravention. Depuis ce matin, on est à une centaine de contrôles et aucune contravention pour le non-respect des mesures. Et pourtant, les restrictions ont été communiquées tard hier soir. Est-ce qu'elles sont dans la tête des gens ? Est-ce qu'elles ont été communiquées suffisamment tôt ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors il y a quand même eu une médiatisation depuis mercredi. En fait, la finalité a été donnée très tardivement, effectivement, mais c'est du détail. Le principe du confinement a été donné relativement tôt. Les gens s'y attendaient un petit peu. Donc avec que quelques-uns qui n'écoutent pas forcément la télé ou la radio ou les médias, et après ça a été largement médiatisé et relayé sur les réseaux sociaux. Et pourtant, vous m'avez dit, avant on a croisé quelques Belges effectivement qui n'étaient pas au courant de la mesure. Est-ce qu'on est encore dans la pédagogie ?
Ça dépend. Ça dépend le comportement des personnes. Pour la grande partie, on est quand même dans la pédagogie. Après, quand manifestement, il y a un non-respect des règles ou de la négligence, là, il y aurait de la verbalisation. Très bien, merci à vous, commandant. Voilà, on précise que 250 000 personnes sont concernées ici dans le Nord par ce confinement ce week-end. Merci beaucoup, Charles Bert, avec Dominique Le Picard. Et n'hésitez pas à nous tenir informés de ce qui s'est passé avec ce promeneur de chiens. Derrière, c'était trois gendarmes pour s'occuper de lui. Merci beaucoup. Ça fait toujours des paysages un peu particuliers, hein. Les restrictions sont les mêmes ce week-end, et ça sera le cas encore le week-end prochain sur le littoral, dans les Alpes-Maritimes, à l'autre bout de la France, entre Théoul-sur-Mer et Menton. Et à Nice, eh bien, il est interdit de se rendre même sur la promenade des Anglais. Reportage Johan Ruquet, Audrey Lely, avec Adrien Portron. La ville de Nice est quadrillée ce matin par les forces de l'ordre. Là, je rentre à Toulon, j'avais un travail à Cagnes-sur-Mer. L'attestation, s'il vous plaît. Oui. Les contrôles se multiplient, car ce week-end, la ville est sous cloche. Tous les déplacements sont interdits, sauf exception. Les automobilistes, peu nombreux, sont compréhensifs. C'est un peu normal, quoi. C'est un peu normal, et c'est le confinement, voilà. On sait bien que la situation n'est pas très bonne, donc on doit faire avec, et puis on le fait pour nous et pour les autres. On applique. Au total, 240 policiers sont déployés ce week-end à Nice, alors que la ville fait face à une flambée épidémique. L'objectif, c'est de faire respecter ce confinement, de faire respecter les mesures édictées par le gouvernement et par monsieur le préfet pour éviter que la situation dans les Alpes-Maritimes, qui est déjà dramatique sur le plan sanitaire, ne s'aggrave encore plus. Donc c'est effectivement tolérance zéro. À quelques encablures, c'est une promenade des Anglais dépeuplée. Le maire de la ville, Christian Estrosi, y a interdit l'accès, tout comme les plages du littoral. Seuls quelques riverains prennent le risque de venir contempler la Grande Bleue. Est-ce que vous savez que la promenade des Anglais est interdite? Ah, j'étais pas au courant. Certains ont du mal à comprendre la mesure. Donc moi, je peux marcher sur un trottoir avec des gens qui me croisent tout le temps, et une promenade qui fait 15 mètres de large, j'ai pas le droit. C'est moche. Les Niçois sont malgré tout autorisés à sortir pendant 1 heure dans un rayon de 5 km avant que 18h sonne et la mise en place du couvre-feu. Les Niçois, entre incompréhension et exaspération, docteur Jean-Luc Lémarie, médecin généraliste à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que vous comprenez ces réactions? Vous êtes plutôt favorable à ces confinements locaux? Mais bon, qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces habitants pour qu'ils comprennent que c'est peut-être la voie à suivre? Ouais, je comprends l'exaspération. Ça fait 1 an que ça dure. Ça fait 1 an qu'on a des mesures qui sont plus ou moins teintées de succès et pas. Oui, mais après, ce qu'il faut expliquer, c'est les gens malades, c'est les gens qui vont en réanimation. On fait pas ça pour faire plaisir à un tel scientifique ou à un tel médecin. C'est juste que la situation est intenable, qu'on transporte un virus qui peut être potentiellement mortel chez un parent, chez un grand-père. Et c'est ce risque-là qu'il faut prendre la mesure. Je veux dire, voilà, faut mettre en balance, et puis il faut essayer de tenir un petit peu. On espère que la vaccination... C'est tenir combien de temps? Parce qu'on peut se poser la question, si confiner localement le week-end, ça va changer quelque chose quand on voit les expériences à l'étranger, ou après parfois 2 mois de confinement plus ou moins généralisé. L'effet n'est pas là sur les contaminations. Et on n'en sait rien. Je peux pas vous dire mieux. Je crois qu'il faut être humble un petit peu avec cette maladie, et on espère que ça puisse baisser un petit peu l'incidence un petit peu de la contamination, et donc le nombre mécaniquement de gens hospitalisés et en réanimation, pour lever un petit peu de pression. Je veux dire, c'est juste, c'est pas un jeu à la souris, mais c'est un petit peu ça, quoi. On baisse le couvercle, on monte le couvercle, on baisse le couvercle. C'est un peu comme une cocotte minute, et on essaye de tenir. Ça paraît interminable. Ouais, ça paraît. Alors, mais oui, il y a peut-être une nouvelle composante tout de même, parce que depuis donc ces annonces, il y a eu aussi dans ces annonces celle de l'accélération de la vaccination. Et puis on sait que depuis jeudi, les médecins généralistes comme vous, ceux qui sont volontaires, et c'est votre cas, peuvent vacciner. Est-ce que ça va changer la donne? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut que ça change la donne. Je veux dire, on a quand même des bons résultats sur certains pays qui sont plus en avance que nous. En Écosse, il y a des bons résultats. En Angleterre, en Israël, on commence à avoir
avoir des signes positifs. Alors, et oui, il faut s'accrocher à une lueur d'espoir. S'il y avait un message, c'est vaccinons. Enfin, nous, médecins, convainquons nos patients à vacciner, puis nos patients, vaccinez-vous, quoi. Vous avez déjà identifié un certain patient, vous disiez, de 50 à 64 ans. Oui, tout à fait. Et je dirais même, moi, il m'appelle, je veux dire, enfin, pour se faire vacciner, parce que il faut pas aussi qu'on tombe dans la même chose. Enfin, Pfizer, au début, je vous rappelle, il y a quelques mois, personne ne voulait Pfizer. Ça allait modifier notre code génétique, et maintenant, on se bat pour avoir le vaccin. Donc, moi, je conseille à tout le monde de se faire vacciner, enfin, en tout cas, ceux pour lesquels il y a l'indication. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été notre invité cet après-midi sur BFM TV. Dans l'actualité également, ces 2 personnes placées en garde à vue pour homicide volontaire avec préméditation. Ils sont soupçonnés d'avoir tué ce mineur hier en fin de journée à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Dame Agassa, on vous retrouve justement à l'endroit où il est mort, devant cette maison de quartier. Que sait-on de cette victime ? Eh bien, Aymen était un adolescent âgé de 15 ans. Il vivait ici à Bondy depuis au moins 2009. Il résidait dans une zone pavillonnaire, donc un endroit assez calme. On a d'ailleurs pu rencontrer ses voisins ce matin qui étaient regroupés à quelques centaines de mètres du domicile familial. Et pour eux, c'est tout simplement l'incompréhension parce qu'Aymen est jugé comme étant un garçon calme, souriant, gentil, avec qui il n'y avait jamais aucun problème. Même chose pour ses amis d'enfance. J'ai pu rencontrer Hassan, très touché, avec qui il avait justement l'ambition de se retrouver l'an prochain en classe de première. Par ailleurs, Aymen avait un niveau scolaire correct. D'après ses voisins, il était très suivi scolairement par ses parents. Et enfin, le jeune homme était très connu ici à Bondy parce que c'était un sportif. Il était licencié depuis 3 ans au club de boxe thaïlandaise de la ville. Et d'après son coach, eh bien, c'était un jeune homme téméraire et très volontaire. Et enfin, eh bien, Aymen avait ses habitudes ici à chaque vacances scolaires dans ce centre de jeunesse Nelson Mandela. C'est là où il a trouvé la mort hier. Et preuve qu'il était très apprécié. De nombreux bouquets de fleurs sont déposés devant l'établissement depuis le début de cette journée. Merci Dame Agassa avec Julie Rosser à Bondy. Et justement, vous parliez de ce cours de boxe auquel assistait le jeune homme. Son professeur sera notre invité à 16h tout à l'heure. Les 2 suspects donc, en garde à vue se sont présentés à la police d'eux-mêmes aujourd'hui. Une enquête est ouverte. Alors que s'est-il exactement passé hier dans ce centre de loisirs de Bondy? Reportage de Maëva Lamy, Anthony Leboss avec Valentin Rivolier. Il est environ 17h30 hier soir, lorsqu'un adolescent de 15 ans est tué par balle dans cette maison de quartier de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Selon le parquet de Bobigny, 2 hommes se seraient approchés à scooter. L'un d'eux aurait ensuite ouvert le feu à travers la boîte aux lettres et visé délibérément la victime. Tu l'as vu, la boîte aux lettres là? C'est par là qu'il a tapé. Parce que la porte, elle était fermée. Même pas 3-4 minutes. Il a tapé, il est parti. Les 2 hommes auraient ensuite pris la fuite à scooter, comme le raconte un témoin. J'ai juste vu un scooter noir, 2 personnes dessus, et décoller, mais vraiment à toute vitesse sur le trottoir. Ils n'ont même pas pris la route, ils ont pris le trottoir. Et quand je suis rentré chez moi, c'est là où j'ai entendu que le petit venait de se faire tuer, quoi. D'après une source judiciaire, 2 individus de 19 et 27 ans sont en garde à vue pour homicide volontaire avec préméditation. Originaires de Bondy, ils connaissaient la victime et se sont présentés d'eux-mêmes au service de police. Un drame qui témoigne d'une montée de la violence selon ce syndicaliste. Les règlements de compte en général se passaient plutôt à coups de barre de fer. On ne tuait pas la personne. Là, on est monté crescendo dans la violence parce qu'il s'agit d'une exécution sommaire avec une arme de poing. Dans le quartier, beaucoup sont sidérés. Le maire de Bondy a réagi via un communiqué sur Twitter. Un terrible drame s'est déroulé à Bondy cet après-midi. Un garçon de 15 ans s'est fait tirer dessus de la rue alors qu'il se trouvait dans un centre de loisirs bondinois. La victime a succombé à ses blessures. Un tel acte est intolérable, rien ne peut le justifier. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du département de Seine-Saint-Denis. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée sur les circonstances de ce drame. Guillaume Fard, est-ce que le contexte actuel sur fond de crise sanitaire, de confinement, peut favoriser ce genre de passage à l'acte? On sait que le confinement a eu des effets sur certains types de crimes et délits. Par exemple, l'année dernière 2020, 2 confinements, les vols violents sur la voie publique, eux, ont diminué. On comprend aisément pourquoi. Il n'était plus permis de sortir. Donc forcément, ça faisait moins de victimes potentielles pour les agresseurs. Les violences intrafamiliales ont quant à elles explosé. Confinement, petite surface pour certaines personnes, promiscuité, conjoint violent, évidemment, explosion des violences
violences intrafamiliales. Maintenant, les affrontements sur la voie publique, les RICS comme on les appelle, là on aurait pu imaginer qu'avec le confinement ça aurait diminué. Et bien en fait pas du tout. Ce que l'on constate, c'est une augmentation significative de ce phénomène, notamment en région Île-de-France, et en région Île-de-France plus particulièrement au département de l'Essonne. Le département de l'Essonne en 2 chiffres. En 2019 c'était 55 affrontements, en 2020 c'était 99, ça a doublé, donc il n'y a pas d'effet confinement sur la diminution en tout cas des affrontements entre bandes de jeunes. Merci beaucoup Guillaume, restez avec nous dans un instant, on continue d'en parler notamment avec notre invité, le président du département de Seine-Saint-Denis. À tout de suite. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Cataline Caricot est devenue le visage du remède à la pandémie. Je ne pensais pas que l'ARN messager aurait un rôle aussi vital. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Une trentaine d'agents est réquisitionnée pour l'expulsion. Très mauvais état à l'intérieur, ça je vous le confirme. Ils sont 24 personnes, 13 adultes et 11 enfants. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Qui peut concurrencer la MAF? Mademoiselle Asgard, encore sur la route? Vous devriez prendre votre assurance auto chez nous. Ah, vous avez pas dit? Avec MAF Triple Plus, j'ai plus de services. En cas de pépin, je suis géolocalisé, remorqué, dépanné. Vous avez échoué. Je préfère la MAF. Information au 3015 et dans les agences MAF. Se tenir à la croisée des chemins nous amène à faire le bon choix, surtout lorsque l'on parle du futur. Alors, que choisissez-vous? Reproduire les erreurs du passé ou bien écrire ensemble l'avenir? Nouvelle 500 inspire le futur depuis toujours. Nouvelle Fiat 500, désormais 500% électrique à partir de 129 € par mois et sans aucune condition de reprise. En France, plus de 20 millions de personnes souffrent de surpoids ou d'obésité. Et évidemment, ce n'est pas sans risque pour la santé. Moi aussi, j'étais en surpoids et même en obésité pendant plus de 20 ans. Vous vous rendez compte, 20 ans? En à peine 6 mois, grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos et j'ai retrouvé un IMC normal. Alors vous aussi, vous pouvez savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité en moins d'1 minute. Rendez-vous sur commej'aime.fr pour calculer gratuitement votre IMC. commej'aime.fr. Assez de prises de tête. Assez des imprévus. Et Volkswagen, emmène-nous à l'école. En revanche, ça, on n'en a jamais assez. Un beau jour, dans une jolie forêt. On n'en fera jamais assez pour la famille. Nouveau Tiguan hybride rechargeable. Découvrez-le dès maintenant à partir de 369 € par mois. Volkswagen. Vendre une voiture, c'est possible depuis chez vous et en toute sécurité. Entrez simplement les informations de votre voiture en ligne et recevez directement le prix de vente final. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Pour moi, il n'y a pas mieux pour vendre sa voiture. Allez sur www.vendezvotrevoiture.fr. Ford Kuga hybride. Hybride et connecté. À partir de 299 € par mois. C'est le moment de passer à l'hybride chez Ford. – 15h46 sur BFM TV, on parle de cette situation de ces 2 personnes en garde à vue après s'être présentées à la police. Cela concerne le meurtre par balle d'un jeune garçon de 15 ans en Seine-Saint-Denis à Bondy hier. On en parle avec vous, Stéphane Troussel. Bonjour, vous êtes le président socialiste du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Tout d'abord, quelle est votre réaction à ce drame ?
Bonjour, je veux bien sûr tout d'abord dire tout mon soutien à la famille d'Emen, à ses amis, aux élèves de son lycée, aux membres de son club de boxe dans lequel il était très investi. La mort d'un gamin de 15 ans, quelles qu'en soient les causes, quelles que soient les circonstances, c'est un drame insupportable auquel bien évidemment on ne peut pas s'habituer. C'est tellement terriblement révoltant. Moi, j'ai eu les élus locaux et les autorités préfectorales en fin de matinée et je sais que tout est mis en œuvre pour permettre à la famille de connaître toute la vérité, que la justice puisse passer, que les meurtriers soient punis. Mais rien ne justifie un tel assassinat et ce jeune est la victime d'une violence inouïe, c'est insupportable et donc il faudra une nouvelle fois tout de même approfondir ce qui peut être à l'origine non seulement de ce conflit, mais surtout comment les meurtriers peuvent se procurer aussi facilement des armes à feu et tuer, ôter la vie. C'est insupportable, cet engrenage de la violence. Donc, et vraiment, moi, il faut que ça cesse. Et encore une fois, la police dans nos quartiers, elle a besoin non seulement de moyens supplémentaires pour faire son travail de répression, de prévention, mais aussi d'investigation. Comment se fait-il que ces deux tireurs puissent aussi facilement se procurer des armes? Il y a des réseaux derrière, il y a des réseaux de trafiquants. Justement, Stéphane Troussel, il y a beaucoup de questions. Il y a notamment parfois, après de tels faits, le sentiment d'une surenchère dans la violence. Est-ce qu'il y a un vrai phénomène de plus en plus de violence dans votre département ? Excusez-moi, je ne vous entends plus. Stéphane Troussel, je vous posais la question. Est-ce que vous notez un vrai phénomène de plus en plus de violence, ne serait-ce que dans votre département ? Oui, mais à l'évidence, il y a des comportements de plus en plus violents. Mais attention, parce que c'est aujourd'hui à Bondy, c'était il y a quelques jours dans l'Essonne, mais il ne faut pas non plus, en l'occurrence, dans ces drames, il ne faut pas tous les mettre sur le même plan. Là, ce qui s'est passé aujourd'hui, hier soir, c'est encore une fois l'utilisation d'armes à feu. Comment se fait-il que dans ces quartiers, des jeunes aussi jeunes puissent non seulement effectivement être pris dans cet engrenage de la violence pour les utiliser, mais comment peuvent-ils se les produire ? Comment peuvent-ils se les produire ? Comment peuvent-ils se procurer des armes à feu de cette manière-là ? Donc oui, ça pose des questions, encore une fois, sur les moyens de police pour assumer des missions de prévention et de répression, mais pour assumer des missions d'investigation. C'est ce que vous demandez, Stéphane Troussel, pour conclure, c'est ce que vous demandez à l'État, des renforcements des forces de police ? Comment se fait-il qu'en Seine-Saint-Denis, il y a toujours 2 fois moins de policiers, d'officiers de police judiciaire dans notre département qu'ailleurs ? Ce n'est pas acceptable quand il y a de tels drames. Donc, ce qui relie ces drames où des jeunes perdent la vie, eh bien c'est cet engrenage permanent de la violence avec des armes. Et donc les individus auteurs des faits, ils ne peuvent pas être en dehors des règles de notre société démocratique et se procurer des armes aussi facilement. Donc, juste une dernière question, Stéphane Troussel, il nous reste peu de temps. Est-ce que vous faites un lien aussi avec la situation actuelle, de plus en plus de restrictions, une conséquence aussi du confinement chez les jeunes qui peut expliquer cette montée de violence ? Il faut bien évidemment être particulièrement vigilant et attentif en ce moment avec un phénomène à la fois de lassitude et de seuil d'acceptabilité de ces mesures qui s'abaissent de plus en plus. Mais attention, malheureusement, de tels drames sont intervenus dans d'autres circonstances, dans d'autres lieux. Donc ne relions pas tous les faits les uns aux autres. Merci Stéphane Troussel d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Vous êtes le président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Philippe Corbet, on l'a vu, on l'a évoqué avec le président de la Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas le seul cas. 3 mineurs de moins de 15 ans sont morts cette semaine. On l'a bien dit, dans des circonstances différentes. Dans un cas, probablement un règlement de compte. Dans les autres, plutôt des rixes entre bandes rivales. Comment est-ce que l'exécutif
prend en compte ce type de problème de violence au sein de la jeunesse? C'est vrai qu'on est tous frappés par l'âge. C'est d'abord l'âge qui interpelle au-delà des histoires très différentes. C'est l'âge, 14 ans, 15 ans, dans des banlieues de régions parisiennes très différentes. C'est-à-dire que des petites villes dans l'Essonne, presque des villages en grande banlieue, et Bondy, qui est une cité pavillonnaire, une ville pavillonnaire de Seine-Saint-Denis, mais qui n'est pas non plus un quartier sensible particulièrement. C'est plutôt une banlieue qui est plus tranquille que d'autres. Donc c'est vrai que ces situations sont très différentes, mais avec ce point commun de l'âge, et c'est ça qui est mis en avant Place Beauvau, même si on distingue effectivement deux phénomènes très distincts. D'une part, les bandes, avec des raisons qui sont connues, qui sont anciennes, qui sont des espèces de rivalités entre territoires et des affrontements qui sont relayés, qui ont un écho plus fort à cause des réseaux sociaux, notamment parce qu'ils se filment et tout cela nourrit le ressentiment entre territoires. Et puis de l'autre, ce qui semble être un règlement de compte en Seine-Saint-Denis, à Bondy, même si on ne connaît pas exactement les raisons de ce règlement de compte, donc il faut rester prudent. Mais ce sont deux phénomènes qui sont distincts, avec aussi, et là on ne sait pas exactement si ça serait le cas en Seine-Saint-Denis, puisqu'on ne connaît pas l'âge des auteurs de cet assassinat, mais c'est au moment où le gouvernement vient de faire passer, ou se félicite plutôt que le Parlement ait passé une réforme de l'ordonnance de 45 sur la justice pénale des mineurs. C'est un vieux serpent de mer du débat politique, on en parle depuis des décennies. Et le Parlement vient de trouver un compromis avec le vote au Sénat il y a quelques jours de ce texte, donc qui sera mis en application à la fin de l'été. Merci beaucoup Philippe Corbet pour cet éclairage au milieu de tout ça. Vous avez peut-être envie aussi de savoir si ce beau temps va durer. La météo. Restez au chaud devant la météo avec Elio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, hello Elio. Ce mois de février va se terminer en beauté. C'est un anticyclone anglais qui nous accompagne ces jours-ci. Beau temps garanti sur quasiment tout le pays. Simplement, cette goutte froide qui circule encore dans le sud-est et qui va peu à peu se décaler en direction des Pyrénées, en direction de l'océan ce dimanche. D'ici là, on pourrait avoir quelques coups de tonnerre sur les plages à nouveau. On va retrouver donc cette instabilité dans le sud-ouest du pays en matinée avec ces remontées humides, ces entrées maritimes de Montpellier à Perpignan jusqu'à Toulouse. Plus au nord, c'est de l'humidité résiduelle qui va remonter en tout début de journée, des brumes. Des brouillards assez tenaces des Hauts-de-France jusqu'à la Normandie. Alors il faudra patienter quelques heures avant de retrouver des éclaircies. Ça va se dégager également dans le midi toulousain. Mais on va conserver de l'instabilité dans le sud-ouest. Des averses isolées au sud de la Garonne et parfois quelques flocons à partir de 1500 mètres, histoire de nous rappeler que nous sommes en hiver tout de même. Mais sinon, l'ambiance sera clairement printanière. Le matin, on aura éventuellement quelques gelées localisées, mais ces températures vont vite remonter la semaine prochaine. Comptez notamment -1 degré en tout début de journée à Clermont-Ferrand. Il fera 0 à Nancy. Dans le même temps, vous aurez de 2 à 5 degrés en général. 5 degrés notamment à Cherbourg. De 5 à 10 degrés près de la Méditerranée. Une grande douceur pour les Niçois avec donc une dizaine de degrés. Le matin et dans l'après-midi, des températures à nouveau 3-4 degrés au-dessus des moyennes. Comptez de 10 à 14 degrés sur une bonne moitié nord et de 14 à 17 degrés en allant vers le sud jusqu'à 17 à Limoges, à Marseille ou encore une fois du côté de Nice. On va donc enchaîner les belles journées la semaine prochaine. Lundi, mardi aussi, c'est un flux de sud à nouveau qui va s'imposer avec un soleil légèrement voilé sur les régions allant des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée. Mais on aura encore des pointes à plus de 20 degrés. Mercredi, près des Pyrénées, ce sera le pic de douceur avec de 16 à 18 degrés de moyenne dans l'après-midi. Vous étiez au chaud devant la météo avec Elio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, hello Elio. BFM Business, première sur l'info économique et financière. Bonjour à tous, bienvenue dans votre matinale de l'économie. L'ouverture s'annonce effectivement difficile. Chaque jour, retrouvez les invités qui font l'actualité. Ils ont trahi leur entreprise. Il faut qu'il y ait un problème pour qu'il y ait une entreprise, il faut qu'il y ait quelque chose à résoudre. L'expertise de la rédaction et des spécialistes de leur secteur. Les réponses aux questions que vous vous posez. La France repart, s'informe et s'exprime sur BFM Business. Je comprends pas que ce mot soit pas dans le dictionnaire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Confusant. Elle est vraiment confortable cette voiture. Ce serait encore mieux si elle était électrique, parce qu'aujourd'hui l'électrique, c'est hyper imprévisible.
Le confort s'apprécie encore plus avec du silence. SUV Citroën C5 Aircross hybride à partir de 289 € par mois. Citroën. Profitez d'offres exceptionnelles sur la gamme SUV Citroën. Vous aimeriez savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité? Alors rendez-vous sur le site comegem.fr pour calculer gratuitement votre IMC. Grâce à Comegem, en perdant 15 kilos, Erika est passée d'un IMC de 27,7 à un IMC de 22,7. Elle est donc repassée dans le vert. Et regardez Myriam, elle est passée d'une situation de surpoids avec un IMC à 28,3 à un IMC normal de 21,4. Alors si vous aussi, vous souhaitez perdre du poids et retrouver un IMC normal, rendez-vous sur le site comegem.fr, comegem.fr. Auto Héros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Auto Héros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Auto Héros, achetez votre voiture facilement en ligne. Abonnez-vous au pass Uber Eats et profitez des frais de livraison offerts en illimité. En ce moment, le premier mois d'essai est gratuit. Grand-mère, c'est aussi faire un bon café en dosette souple. Dimanche 7 mars, souhaitons une bonne fête à nos grands-mères. Retrouvez chaque jour le vrai prix des bonnes choses. Faux filet de bœuf charolais, 4,49 €. On est très mal, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Vendez votre voiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. J'ai choisi la prévoyance obsèque PFG pour la tranquillité de mes proches, afin qu'ils n'aient à se soucier de rien. Et pour moi, c'est simple. Pas de questionnaire de santé, mon capital est garanti et revalorisé chaque année. C'est rassurant de choisir PFG pour sa prévoyance. En ce moment, 2 mois offerts. Devis sur pfg.fr ou dans nos 700 agences. Dimitri aime la France. Enfin bon, son club de foot préféré est espagnol, son groupe de musique préféré est anglais et son téléphone américain. Pourtant, il se dit que c'est quand même mieux de revendre ses bonnes baskets allemandes à son voisin. Parce qu'en plus de leur donner une seconde vie, Dimitri remplit aussi son porte-monnaie. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I'm the talk of the town. I know you feel it. Transition, la lumière sous contrôle. Dispositif médical. Nouveau. Transition signature chez Nuit. Demandez conseil à votre opticien. Découvrez l'alliance parfaite d'arômes incomparables. Capturez dans chaque capsule leur espresso aluminium. L'or, sans doute le meilleur café du monde. Quasiment 16h sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. 2 individus en garde à vue pour homicide volontaire avec préméditation, ils se sont rendus. De même à la police après le meurtre hier d'un mineur à Bondy. Ils ont 19 et 27 ans, connaissaient la victime, les enquêteurs les avaient identifiés. Justement, dans un instant, vous entendrez également les témoignages très émouvants de proches de la jeune victime. Tout d'abord, son entraîneur de boxe qui décrit un adolescent sans lien avec la délinquance. Et puis également le témoignage de l'un des oncles du jeune garçon très ému du drame. Premier week-end confiné pour les agglomérations de Nice et Dunkerque. Le littoral notamment est interdit. Nouvelle variante de restrictions pour faire face aux variants du Covid-19. La souche anglaise désormais majoritaire dans le pays, avec elle sa hausse toujours de contamination. 20 autres départements de France métropolitaine sont sous surveillance renforcée d'ici à la semaine prochaine. Jean Castex consulte aujourd'hui les préfets, les patrons des agences régionales de santé de ces zones. Objectif, renforcer les mesures localement pour éviter au maximum un confinement national. Ils se sont donc rendus d'eux-mêmes au commissariat. Ces 2 suspects du meurtre hier soir à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Ils avaient été identifiés par les services de police et ont immédiatement été placés
en garde à vue pour homicide volontaire avec préméditation. Les précisions sur place dans Gilwata. Oui, absolument. Effectivement, homicide volontaire avec préméditation. 2 hommes de 19 et de 27 ans qui se sont effectivement rendus eux-mêmes au commissariat de Bobigny, placés donc en garde à vue pour probablement 48 heures. Alors ces 2 hommes, eh bien, ce que l'on sait, c'est qu'ils étaient originaires de Bondy également. D'après des sources policières, ils avaient un lien avec la victime. En tout cas, ils la connaissaient, mais il est toujours difficile de saisir le mobile, la raison de ces actes-là potentiels. Rappelle simplement des faits. C'est ici, devant cet espace Nelson Mandela de Bondy, qu'effectivement hier des coups de feu ont été entendus aux alentours de 17h20, vraisemblablement par la boîte aux lettres de cet espace Nelson Mandela. Et donc c'est un jeune homme de 15 ans qui a été touché au thorax et qui est décédé dans la soirée. Dominique Rizet, spécialiste sécurité, spécialiste police-justice, BFM TV est avec nous en plateau. Dans cette enquête qui est toujours en cours, il reste quelques zones d'ombre tout de même. Oui, il reste quelques zones d'ombre. Alors il y a ces 2 jeunes gens de 19 et 27 ans qui sont venus se présenter d'eux-mêmes à la police qui dit qu'elle les avait identifiés. Ces 2-là qui disent qu'ils ont quelque chose à voir avec le meurtre. Reste à savoir s'ils sont l'un, le conducteur du scooter, l'autre, le tireur. Et ensuite, des zones d'ombre parce qu'on ignore encore... Alors, il y a des choses qui commencent à sortir. On ignore encore les raisons pour lesquelles 2 hommes s'en sont pris à un tout jeune de 15 ans et ont tiré sur lui. Alors, on parle d'un match de boxe entre ce jeune homme de 15 ans et un autre, peut-être celui de 19 ans, qui s'est présenté. Match de boxe réglementaire au cours duquel celui de 19 ans aurait été vaincu par celui de 15 ans, donc qui va devenir la victime. Et puis ensuite, règlement de compte, évidemment, j'ai perdu, donc je reviens. Et puis il y a une première altercation dans le centre Nelson Mandela hier, intervention d'un animateur qui sépare tout le monde. Une deuxième altercation parce que ceux qui sont venus s'en prendre à ce jeune de 15 ans reviennent. Et puis là encore, un adulte visiblement remet de l'ordre. Tout ça est bien évidemment une première version qui va rester à vérifier par l'enquête. Donc un adulte qui revient encore mettre de l'ordre. Et puis, dernière phase, c'est la phase ultime vers 17h30 hier. Ce scooter qui s'arrête devant le centre Nelson Mandela. L'un des 2 hommes, le passager qui en descend et qui tire visiblement après avoir regardé par la boîte aux lettres parce que la porte n'est peut-être pas ouverte à ce moment-là en tout cas, et qui tire sur ce jeune homme de 15 ans qui va mourir. Parce qu'il y avait une arme et c'est notamment l'une des questions avec l'âge qui se pose. On va d'abord retrouver Angie Loata à Bondy en Seine-Saint-Denis. Que sait-on de la victime justement ? Eh bien, ce que l'on sait, oui, effectivement, c'est que c'est un jeune homme de 15 ans et on a pu discuter depuis ce matin avec plusieurs témoins de la scène ou encore avec des amis proches parfois de ce jeune homme de 15 ans. Regardez derrière moi, devant cet espace Nelson Mandela, les habitants qui sont venus déposer des fleurs à plusieurs moments de la journée. On a pu croiser des regards assez émus. Une mère de famille également qui a écrit juste là-bas: hier, nous avons tous perdu un enfant, signant simplement de son nom et expliquant bien que cela aurait pu être son fils. Il y a beaucoup d'émotions parce qu'on nous décrit un jeune homme finalement très calme, très sage, qui était féru de sport et qui se donnait à fond dans sa passion, en l'occurrence la boxe thaïlandaise, qui n'avait généralement pas de problème avec les gens et qui était très investi notamment ici à l'espace Nelson Mandela. La plupart de ses amis, de ses proches veulent lui rendre hommage aujourd'hui et ne comprennent pas exactement ce qui a pu se passer. Le profil de cette très jeune victime forcément interpelle. On vous propose d'écouter le témoignage de l'un des oncles de cet adolescent qui est décédé hier et qui parle d'un jeune sans problème, très naïf. Écoutez. Il est très naïf, il avait rien à voir avec... il méritait pas quoi, il méritait pas de mourir une mort pareille. Tout Bondy, il est choqué tellement... Tous les gens qui le connaissent, ils sont choqués. Et ils ne croyaient pas que c'est arrivé ce drame. C'est un drame pour nous. Dominique, il était donc adolescent. Ça pose la question de l'âge de ces participants ou victimes
de ces violences, et notamment avec la possession d'armes quand même. Bien sûr, la possession d'armes, mais bon, on ne découvre rien finalement, puisqu'on sait que dans les banlieues, il y a beaucoup d'armes qui circulent. Alors des armes parce que du trafic de drogue. Donc quand on est un trafiquant de drogue et qu'on a besoin de protéger un territoire, on possède des armes, on réussit à acquérir des armes, et il y en a malheureusement encore une fois beaucoup. Moins d'armes comme des kalachnikovs, ou bien qu'on en trouve encore, mais moins depuis les affaires de terrorisme où vraiment des nettoyages ont été faits, mais il reste beaucoup d'armes de poing. Et puis ces armes, eh bien, elles peuvent passer des mains de trafiquants à des mains de jeunes qui veulent régler un compte. En tout cas, c'est pas l'objet le plus difficile à trouver dans certains endroits en France, ces armes. Alors maintenant, quel type d'arme? Est-ce que cette arme est une arme qui a été déjà utilisée? Est-ce que cette arme va être retrouvée? Bon, tout ça c'est l'enquête avec les motivations, effectivement. Ce qui est surprenant, c'est effectivement l'âge de la victime qui a 15 ans et l'âge de ceux qui vont s'en prendre à lui, qui ont 19 et 27 ans. Et puis cette qualification aussi de la justice, Angile Ouattara nous l'a dit tout à l'heure, un homicide volontaire avec préméditation. Alors c'est pas meurtre avec préméditation, parce que dans un cas ou dans l'autre, c'est pas la même chose. Donc la préméditation, ça sous-entend l'assassinat, la volonté de, l'intentionnalité de. Donc c'est une circonstance aggravante, et c'est une circonstance d'autant plus aggravante que la victime est un jeune mineur de 15 ans. Un très jeune... Je pense qu'une cour d'assises en tiendra compte. Un très jeune... Si ces personnes, pardon de vous interrompre. Si ces deux personnes-là, s'il s'avérait que ces deux personnes qui se sont rendues ont bien quelque chose à voir avec ce meurtre, on va rester quand même très prudent pour l'instant. Évidemment, l'enquête est toujours en cours, c'est bien de le rappeler. On voulait vous faire entendre également le témoignage de ce professeur de boxe, puisqu'on vous le disait, ce jeune homme s'adonnait à sa passion, la boxe. Il décrit un jeune garçon plutôt bon camarade avec ses collègues. Il était toujours là pour aider. À l'entraînement, il arrivait dans les premiers, il repartait sur les derniers. Il partait à la fin. Il m'aidait à porter les sacs. C'est un super garçon. Franchement, ce qui est arrivé, c'est horrible. Vous connaissiez bien sa famille aussi? Oui, je connaissais son papa, sa maman, sa grand-mère, qui était très proche de lui. Il faisait des compétitions avec nous. Il a remporté le championnat d'Île-de-France. Il était qualifié pour le championnat de France qui devait se faire à Marseille, mais qui ont été interrompus par le Covid. Ça fait 3 adolescents tués en seulement une semaine, et seulement en région parisienne. Il y a quelques jours, les victimes avaient 14 ans, poignardées lors de rixes entre jeunes de bandes rivales. Jordan Ray. Il est aux alentours de 17h30 hier à Bondy, en Seine-Saint-Denis, lorsqu'un adolescent de 15 ans est tué par balle. Selon le parquet de Bobigny, 2 hommes auraient ouvert le feu à travers la boîte aux lettres d'une maison avant de prendre la fuite à scooter. J'ai juste vu un scooter noir, 2 personnes dessus, et décoller, mais vraiment à toute vitesse sur le trottoir. Ils n'ont même pas pris la route, ils ont pris le trottoir. Et quand je suis rentré chez moi, c'est là où j'ai entendu que le petit venait de se faire tuer, quoi. En quelques jours, c'est le 3e jeune de moins de 15 ans à être tué en Île-de-France. En début de semaine, c'est le département de l'Essonne qui a été marqué par le décès de 2 jeunes de 14 ans, une adolescente ce lundi à Saint-Chéron et un adolescent ce mardi à Boussy-Saint-Antoine. Tous 2 ont été poignardés lors de rixes différentes entre jeunes de bandes rivales. Des affrontements en série qui sont d'une rare violence. Maintenant, cela concerne de très jeunes adolescents, c'est-à-dire 13 ans, 12 ans. Vous êtes à la sortie de l'enfance. Enfin, c'est vraiment le tout début de l'adolescence. Et elle constate effectivement qu'il y a une augmentation des violences. Et ça, on le constate par le nombre de tentatives d'homicide et par le nombre d'homicides. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation aussi des décès. En 2020, 357 affrontements entre bandes de quartier ou groupes informels ont été recensés en France, contre 288 en 2019, soit une hausse de près de 24%. Philippe Corbet, que ce soit à Bondy avec ce qui a priori s'apparente à un règlement de compte, l'enquête le déterminera, ou encore du côté d'Essonne avec ces 2 morts
après des coups de couteau de 14 ans, et là plutôt sur fond de rixe entre bandes rivales. On a l'impression que la problématique commune, c'est toujours la violence dans un contexte un peu d'impunité. Oui, c'est ce qui nous frappe, ce qui frappe tout le monde. On entendait tout à l'heure à Bondy des maires, des habitantes du quartier qui disaient mais ça pourrait être mon fils. Et au fond, c'est ce qu'on se dit tous en voyant ces histoires qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Mais effectivement, l'âge est extrêmement impressionnant. Et c'est vrai que dans l'Essonne, c'était d'autant plus frappant que c'était d'une certaine manière des violences de jeunes contre des jeunes, des bandes qui se retrouvent pour des motifs assez anciens, de territoires qui s'affrontent. Et au fond, on a l'impression d'un match qui suit, enfin une bagarre qui suit une autre bagarre, comme s'il y avait des matchs retour liés à la bagarre précédente. Tout ça amplifié par les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on s'affronte y compris sur les réseaux sociaux, et après une éventuelle bagarre, on diffuse sur les réseaux sociaux sa bagarre, ce qui ne fait que renforcer la volonté de revanche. Au ministère de l'Intérieur, on met en garde, à la fois, évidemment, on rapproche ces trois histoires différentes à raison de l'âge, l'adolescence, et c'est ça qui nous frappe. Et en même temps, on distingue bien ce qui, d'une part, rappelle le phénomène des bandes dans l'Essonne, les deux histoires cette semaine, qui est un phénomène connu, qui est assez ancien, et par ailleurs ce drame en Seine-Saint-Denis hier soir à Bondy, on ne connaît pas exactement les circonstances, mais qui ressemble davantage à un règlement de compte. Certains syndicalistes policiers sur antenne ce matin évoquaient un contexte de drogue, qui pour l'instant n'est pas confirmé par l'enquête, en tout cas ça n'est pas forcément une évidence. Et ce sont deux choses qui sont distinctes, et c'est pour ça par exemple que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'était rendu sur place dans l'Essonne l'autre jour, immédiatement après cette mort, ne s'est pas rendu en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, n'a pas fait de tweet, n'a pas fait de commentaires particuliers, l'enquête est dans le cours. Il ne voudrait pas donner l'impression de généraliser, de simplifier et de faire des commentaires un peu trop généraux sur le thème de l'ultra-violence des adolescents. Merci beaucoup Philippe. En bref, une toute autre affaire, mais qui concerne aussi deux gardes à vue après l'incendie d'une voiture de police à Mulhouse. Vous avez peut-être vu ces images, ça s'est passé hier en fin d'après-midi. Le véhicule était stationné devant un commissariat. Les deux individus sont soupçonnés d'être ceux sur la vidéo jeter un cocktail Molotov par une vitre cassée. Au préalable, sachez que les policiers disent connaître leur motivation. L'actualité sanitaire à présent, avec cette impossibilité à partir d'aujourd'hui, enfin ça a même commencé hier soir, de profiter de la plage. Par exemple, dans certaines communes littorales des Alpes-Maritimes à cause du confinement. C'est également le cas à Dunkerque. Pas sûr en tout cas du côté de Nice que les habitants en profitent et apprécient ce week-end et le prochain dans ces conditions. Et vous allez le voir du côté de la plage et de la promenade des Anglais, interdite à la circulation, on le rappelle, piétonne. Eh bien Anaïs Crout était un peu seule aujourd'hui. Cette promenade des Anglais est complètement déserte. Un samedi après-midi pendant les vacances scolaires, c'est une image qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Interdiction pour ce week-end et pour le suivant d'accéder à ce trottoir de la promenade des Anglais ainsi que sur les plages. Décision prise par la ville de Nice en plus des mesures de confinement. Alors vu le temps aujourd'hui, ce n'est pas très contraignant, mais demain avec le soleil qui est annoncé, les Niçois nous le disent, ça va être compliqué. Parmi ces habitants, eh bien, il y a ceux qui estiment qu'il faut en passer par là pour lutter contre la situation épidémique dans le département, et puis ceux qui ont du mal à comprendre pourquoi on confine le week-end et pas la semaine et se sont un petit peu privés du peu de liberté qu'il leur reste. Écoutez ces habitants, ces Niçois rencontrés avec Quentin Trigaudet. C'est sûr que moi j'aime marcher, j'aime balader, et une heure, c'est un peu court, 5 km, c'est vraiment restreint. Et bon, c'est dommage parce que je trouve que enlever la liberté aux gens comme ça, c'est triste. Et d'autant plus que là, il n'y a personne. Mais les gens sont tous partis dans l'arrière-pays. Hier soir, il y avait une queue pas possible sur la 202 pour monter à la montagne. On reporte le problème dans d'autres secteurs où il n'y en avait peut-être pas. Là, ça fait quand même quelques semaines que ça nous pend au nez, et quelque part se dire que c'est que le week-end, on croise les doigts. On se dit, on espère que ça suffira, quoi. En tout cas, les contrôles de police et de gendarmerie ont débuté hier et se poursuivent tout le week-end dans le département, que ce soit sur les routes vers l'arrière-pays niçois, mais aussi dans le centre-ville, également en mer, pour surveiller le littoral et aussi cette promenade des Anglais qui va donc rester fermée tout le week-end. On croise les doigts pour que ça ne dure pas trop longtemps. C'est ce qu'on entend beaucoup, comme ici à Nice. Bonjour, professeur Jean-Jacques Zambrowski. Vous êtes médecin hospitalier, professeur en économie
de la Santé, on se pose quand même la question, est-ce que ces confinements locaux uniquement le week-end, ça peut vraiment changer la donne sur les chiffres de l'épidémie ? Certainement oui, parce que sinon on ne tenterait pas cette mesure avant de s'en résoudre au confinement généralisé et qui atteindrait la totalité du pays et ou la totalité des horaires. C'est un moindre mal. Alors je comprends effectivement le désespoir de ceux qui ne peuvent pas se promener librement, mais il faut en passer par là. Il faut que la pression sur les services hospitaliers, notamment ceux de réanimation du CHU de Nice, qui drainent toutes les communes de l'arrière-pays, qui n'ont pas de CHU et qui n'ont pas de service de réanimation, il faut que toute la pression retombe. Et c'est tout le but de la politique, si difficile à supporter soit-elle. Et dans toute cette équation, il y a également la présence des variants de plus en plus forte pour le variant britannique notamment, et le variant sud-africain également prend des parts de marché. Est-ce que cette situation des variants justement est traitable par les mesures locales prises aujourd'hui ? Vous avez tout à fait raison. Il se trouve que ces variants n'entraînent pas une maladie plus grave, mais simplement sont beaucoup plus contaminants, beaucoup plus contagieux. Et par conséquent, un même individu, dans un même laps de temps, va contaminer plus de monde s'il est lui-même infesté par ce variant. De sorte que ce qu'il faut limiter, c'est ce qu'on appelle les interactions sociales, c'est-à-dire la probabilité qu'on a de croiser quelqu'un et en un temps très court de lui transmettre par les brouillards qu'on émet en respirant ou en parlant ou en étant à proximité, des virus dont on est soi-même porteur et parfois en ne le sachant pas, puisque beaucoup de gens vont être porteurs sans déclencher jamais de signes, et parmi ceux qui auront des signes, beaucoup auront des signes tellement faibles qu'ils ne se rendront pas compte véritablement qu'ils sont sérieusement malades. Néanmoins, ils peuvent être contaminants et contaminer quelqu'un qui, lui, peut déclencher une maladie redoutable qui va entraîner éventuellement son décès ou à tout le moins des séquelles très longues, très durables, très pénibles. Et toute la politique vise à éviter effectivement ce passage, cette contamination entre les personnes. La politique, justement, Philippe Corvée, il y avait un pari qui avait été fait par le président de ne pas reconfiner. Oui, il faut quand même qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. Depuis des mois, on entendait des voix d'élus, mais aussi de Français qui disaient « Mais pourquoi des mesures généralisées, nationales, partout, alors que, par exemple, les Français qui habitent dans l'Ouest disaient qu'il y avait peu de cas ?» Là, le gouvernement tente une expérimentation à partir de ce week-end, des mesures d'abord de confinement uniquement le week-end, qu'on n'avait jamais expérimenté en métropole, et seulement sur des territoires. Ce n'est même pas certains départements, les Alpes-Maritimes et le Nord, ce sont certaines communes dans ces départements, donc le littoral, tout le littoral dans les Alpes-Maritimes, mais pas l'arrière-pays, et dans le Nord, le littoral autour de Dunkerque, mais pas par exemple l'agglomération lilloise. Donc je ne sais pas si, personne ne sait d'ailleurs si ces mesures seront suffisantes, auront une efficacité telle qu'on pourra échapper à un confinement. En tout cas, ça a le mérite d'être une expérimentation d'une nouvelle méthode de territorialisation avec un confinement le week-end et pas la semaine. Et c'est une expérience qu'on doit prendre comme telle. Et on verra d'ailleurs, puisque ce week-end sert d'expérimentation dans ces deux départements, on verra d'ailleurs si ça va être généralisé dans les jours qui viennent à 18 autres départements, tous ceux qui sont concernés par la surveillance renforcée mise en place par le gouvernement. Donc dans les Hauts-de-France, tous les Hauts-de-France sauf l'Aisne, toute l'Île-de-France, l'Eure-et-Loire, le Rhône, la Drôme et 3 départements de la côte méditerranéenne, donc Alpes-Maritimes, Var et Bouches-du-Rhône, plus Moselle et Meurthe-et-Moselle. Finalement, ce qui se passe ce week-end dans ces deux départements va peut-être se passer dans d'autres départements la semaine prochaine, mais ça a le mérite d'être une tentative de solution sur mesure pour éviter, si on peut encore l'éviter, un confinement généralisé toute la semaine pour l'ensemble du territoire, ce que à peu près tout le monde voudrait éviter, je pense. Alors des restrictions sur mesure qui ont valeur de test, on l'a vu dans les Alpes-Maritimes et du côté de Dunkerque. 20 autres départements sont également sur la sellette, surveillés de très près par les autorités. Et une réunion avait lieu, réunion en visioconférence entre le Premier ministre et notamment les préfets des 20 départements concernés ainsi que les agences régionales de santé. Bonjour Hugues Moutou, vous êtes préfet de la Drôme. Votre département est concerné. Que vous a dit le Premier ministre lors de cette réunion aujourd'hui ? Alors, nous avons eu une longue réunion de travail avec effectivement le Premier ministre, le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur, ainsi que l'ensemble des préfets et des directeurs généraux d'ARS. Il s'agissait essentiellement de partager nos expériences respectives, notamment pour l'ensemble des départements qui sont classés en vigilance renforcée.
Alors le département de la Drôme est un département effectivement qui est impacté par le Covid-19, moins naturellement que les Alpes-Maritimes ou que Dunkerque, mais nous avons une variation du taux d'incidence au plus bas qui est à 2,7, donc très bas, et jusqu'à 1272 dans certaines communes rurales du département. Alors l'idée effectivement était de décliner un plan d'action avec un seul mot d'ordre qui est véritablement s'adapter au terrain et prendre des mesures ciblées. On a bien compris, monsieur le préfet, mais donc très concrètement, par exemple, sur votre département, sur votre territoire, quelles pourraient être ces adaptations, quelles pourraient être les mesures prises pour la Drôme? Alors, par exemple, sur le territoire de la Drôme, hier, j'ai appelé l'ensemble des partenaires et des élus du département pour leur expliquer la situation, leur dire que je souhaitais isoler 3 communautés de communes qui sont des bassins de vie particulièrement concernés par le taux d'incidence Covid-19 et prendre des mesures vraiment ciblées. Alors, parmi les mesures ciblées, on a ouvert un peu la boîte à outils réglementaire. Il s'agit de suspendre les activités périscolaires et extrascolaires dans les ERP, les établissements recevant du public de catégorie L, c'est-à-dire les salles polyvalentes. Il s'agit également d'étendre l'obligation du port du masque, y compris dans les centres-bourgs ruraux. Également, nous mettons fin dans ces communautés de communes, Royan-Vercors, Porte-Drôme-Ardèche et Sud-Provence, nous mettons fin aux conventions de restauration collective avec les entreprises du BTP. Et puis, nous attendons le résultat des négociations collectives qui sont engagées au niveau central avec la Fédération des commerces pour renforcer la jauge pour les commerces des centres-villes et les espaces commerciaux en général. Et puis, par ailleurs, nous menons une action coup de poing en matière sanitaire avec des campagnes flash de testing avec des médiateurs anti-Covid. Et j'insiste beaucoup là-dessus puisque nous avons remarqué que trop de gens contaminés et surtout considérés comme cas contact se promènent finalement et ne respectent pas les consignes d'isolement de 10 jours. Monsieur Moutou, une question en plateau, s'il vous plaît, de Philippe Corbet. Monsieur le préfet, la Drôme était passée au couvre-feu à 18h avant l'Ardèche, au début de l'année en janvier. On avait vu finalement que, compte tenu que la population, une bonne partie de la population de votre département et de l'Ardèche se trouve le long du Rhône, il y avait des phénomènes un peu étranges où des gens travaillaient d'un côté et vivaient de l'autre ou inversement, et les règles n'étaient pas les mêmes. Si par ailleurs, si la semaine prochaine, il devait être mis en place un confinement week-end dans la Drôme, comment faire en sorte que ça soit efficace si par ailleurs les gens en traversant le Rhône pour aller dans l'Ardèche où il n'y aurait pas de confinement week-end? C'est la limite de la territorialisation de voir des départements comme ça, frères, qui auraient 2 règles différentes. Alors, pour l'instant, il n'est absolument pas question de passer un reconfinement partiel dans le territoire de la Drôme. Et je vous rappelle que la consigne qui est donnée par le gouvernement, qui est une consigne de bon sens, c'est de tout faire pour éviter le reconfinement. Les départements ou les zones plutôt qui connaissent aujourd'hui un reconfinement partiel sont des départements qui sont beaucoup plus impactés que le département de la Drôme. Donc pour le moment, il n'en est pas question. Alors ensuite, vous avez raison, il y a ce qu'on appelle l'effet frontière et c'est vrai que parmi l'une des 3 communautés de communes dont je parlais dans mon département qui est le plus impactée par le Covid, c'est la communauté de Porte-Drôme-Ardèche qui se trouve au nord de mon département et qui est finalement de l'Ardèche, de l'Isère et du Rhône. Merci voilà. Hugues Moutou d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur l'antenne de BFM TV. Je le rappelle, vous êtes le préfet de la Drôme, l'un des 20 départements concernés peut-être par des mesures plus restrictives prochainement, d'ici le 6 mars. Tout de suite, l'infotrafic. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et c'est plutôt vert, hein, comme vous le voyez sur ces prévisions de bison futé, vert du côté des départs au niveau national, retour également, sauf dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où la journée est classée orange. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés.
Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Cataline Caricot est devenue le visage du remède à la pandémie. Je ne pensais pas que l'ARN messager aurait un rôle aussi vital. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Une trentaine d'agents est réquisitionnée pour l'expulsion. Très mauvais état à l'intérieur, ça je vous le confirme. Ils sont 24 personnes, 13 adultes et 11 enfants. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Ford Puma hybride. Hybride et irrésistible. À partir de 199 € par mois. C'est le moment de passer à l'hybride chez Ford. Avant Comme J'aime, je pesais 93 kilos avec un IMC de 29,7. À 30, écoutez bien, on est en obésité. Autrement dit, d'un point de vue santé, j'étais à la limite. Et là, ça a été un choc. J'ai halluciné. Depuis, j'ai fait Comme J'aime, j'ai perdu 10 kilos et surtout, j'ai pas repris un gramme. Faites comme moi, ça prend 1 minute. Calculez votre IMC et croyez-moi, vous serez certainement surpris du résultat. Alors pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Vendez votre voiture.fr. Vendre une voiture, c'est possible depuis chez vous et en toute sécurité. Entrez simplement les informations de votre voiture en ligne et recevez directement le prix de vente final. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Pour moi, il n'y a pas mieux pour vendre sa voiture. Allez sur www.vendezvotrevoiture.fr. Grand document présenté par Samira Ibrahim ce soir à 21h05 sur RMC Story. On m'a dit que je n'aurais jamais d'enfant naturellement. Pendant 5 ans, durant mon parcours de procréation médicalement assistée, j'ai découvert ma vocation. Aujourd'hui, grâce à Indeed, je forme des thérapeutes sur la meilleure façon d'accompagner des femmes dans mon cas. Vendez votre voiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Je prenais une assurance pour mon nouvel appart quand un virus a attaqué tout Internet. Mais en 2 minutes, je déjoue l'attaque. Et là, qui m'appelle? Le FBI. Quand on est bien assuré, on n'a pas grand-chose à raconter. Chez Direct Assurance, votre logement est assuré dès le lendemain. Assez de prise de tête. Assez des imprévus. Hey Volkswagen, emmène-nous à l'école. En revanche, ça, on n'en a jamais assez. Un beau jour dans une jolie forêt. On n'en fera jamais assez pour la famille. Nouveau Tiguan hybride rechargeable. Découvrez-le dès maintenant à partir de 369 € par mois. Volkswagen. Walk on through the wind. Walk on in your heart and in Restez au chaud devant la météo avec Helio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Helio. Ce mois de février va se terminer en beauté. C'est un anticyclone anglais qui nous accompagne ces jours-ci. Beau temps garanti sur quasiment tout le pays. Simplement, cette goutte froide qui circule encore dans le sud-est et qui va peu à peu se décaler en direction des Pyrénées, en direction de l'océan ce dimanche. D'ici là, on pourrait avoir quelques coups de tonnerre sur les plages à nouveau. On va retrouver donc cette instabilité dans le sud-ouest du pays en matinée avec ces remontées humides, ces entrées maritimes de Montpellier à Perpignan et jusqu'à Toulouse. Plus au nord, c'est de l'humidité résiduelle qui va remonter en tout début de journée, des brumes
Des brouillards assez tenaces des Hauts-de-France jusqu'à la Normandie. Alors il faudra patienter quelques heures avant de retrouver des éclaircies. Ça va se dégager également dans le midi toulousain. Mais on va conserver de l'instabilité dans le sud-ouest. Des averses isolées au sud de la Garonne et parfois quelques flocons à partir de 1500 mètres, histoire de nous rappeler que nous sommes en hiver tout de même. Mais sinon, l'ambiance sera clairement printanière. Le matin, on aura éventuellement quelques gelées localisées, mais ces températures vont vite remonter la semaine prochaine. Comptez notamment -1 degré en tout début de journée à Clermont-Ferrand. Il fera 0 à Nancy. Dans le même temps, vous aurez de 2 à 5 degrés en général. 5 degrés notamment à Cherbourg. De 5 à 10 degrés près de la Méditerranée. Une grande douceur pour les Niçois avec donc une dizaine de degrés le matin et dans l'après-midi. Des températures à nouveau 3-4 degrés au-dessus des moyennes. Comptez de 10 à 14 degrés sur une bonne moitié nord et de 14 à 17 degrés en allant vers le sud jusqu'à 17 à Limoges, à Marseille ou encore une fois du côté de Nice. On va donc enchaîner les belles journées la semaine prochaine. Lundi, mardi aussi, c'est un flux de sud à nouveau qui va s'imposer avec un soleil légèrement voilé sur les régions allant des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée. Mais on aura encore des pointes à plus de 20 degrés. Mercredi, près des Pyrénées, ce sera le pic de douceur avec de 16 à 18 degrés de moyenne dans l'après-midi. Vous étiez au chaud devant la météo avec Elio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Elio. 16h30 sur BFM TV, voici les titres qui font l'actualité. C'est le premier week-end de confinement à Dunkerque et dans son agglomération. Les déplacements ne sont autorisés que sur dérogation. Et oui, il faut ressortir son petit papier. Nous serons à Brédune dans ce journal avec Charles Bert. Les suspects du meurtre d'un mineur hier à Bondy en garde à vue. Ils se sont rendus d'eux-mêmes au commissariat. 2 personnes de 19 et 27 ans. Ils connaissaient la victime et sont soupçonnés d'homicide volontaire avec préméditation. Et dans ce cadre, vous entendrez dans un instant les témoignages de proches de la jeune victime, notamment celle de l'un des oncles du jeune garçon très ému du drame, décrivant un jeune sans problème, également son professeur de boxe qui le décrit sans lien avec aucune délinquance. Premier donc des 2 week-ends de confinement à Dunkerque et dans son agglomération. Ça a commencé hier à 18h. Seules les personnes munies d'attestation qui justifient un motif légitime peuvent se déplacer. Charles Bert, on vous retrouve à Brédune. Est-ce que ce confinement est bien respecté ? Absolument, nous sommes ici à une dizaine de kilomètres de Dunkerque, dans l'une des 57 communes concernées par ce confinement. Regardez cette plage, imaginez-vous, la semaine dernière, elle était encore totalement bondée et désormais, vous le voyez, il y a seulement quelques promeneurs comme cette famille, voilà, les enfants avec leur papa. Christian, dites-moi, vous venez de Paris, qu'est-ce que vous faites ici ? Bonjour, on revient de Paris. Écoutez, on est venu breaker un peu de la grisaille parisienne et pour les vacances, pour les enfants, les belles plages du Nord là. Mais en plein confinement ? Oui, alors c'est vrai qu'on a été pris un peu de court, comme tout le monde, là, par l'annonce de vendredi. Donc on essaie de le respecter au mieux. Il se trouve qu'on a loué vraiment au bord de mer, donc on arrive à faire 1 heure de sortie par jour. Et les enfants sont plutôt contents parce que le temps est canon aussi, donc c'est super. Mais pourtant, vous sortez que 1 heure par jour, c'est ça ? Qu'est-ce que vous faites de ce week-end ? Alors c'est un peu court, on sort 1 heure par jour et puis on essaie de les faire jouer un petit peu. Et puis avec le beau temps, la terrasse, on arrive quand même à s'occuper. Eh bien, écoutez, bon week-end à vous. En tout cas, sachez qu'ici à Dunkerque et dans les alentours, eh bien, le confinement est plutôt bien respecté. La gendarmerie nous expliquait à l'instant qu'il n'avait dressé qu'une contravention. Merci beaucoup Charles, avec Dominique Le Picard. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de jaloux entre nordistes et sudistes. Les règles sont à peu près les mêmes sur le littoral des Alpes-Maritimes, entre Théoul-sur-Mer et Menton. Il est d'ailleurs interdit à Nice, notamment, de se rendre sur la fameuse promenade des Anglais. Reportage signé Audrey Lally avec Adrien Portron et Joanne Rouquet. La ville de Nice est quadrillée ce matin par les forces de l'ordre. Là, je rentre à Toulon, j'avais un travail à Cagnes-sur-Mer. Station, s'il vous plaît. Oui. Les contrôles se multiplient, car ce week-end, la ville est sous cloche. Tous les déplacements sont interdits, sauf exception. Les automobilistes, peu nombreux, sont compréhensifs. C'est un peu normal, quoi. C'est un peu normal, et c'est le confinement, c'est... Voilà. On sait bien que la situation n'est pas très bonne, donc on doit faire avec, et puis on le fait pour nous et pour les autres. On applique. Au total, 240 policiers sont déployés ce week-end à Nice, alors que la ville
fait face à une flambée épidémique. L'objectif, c'est de faire respecter ce confinement, de faire respecter les mesures édictées par le gouvernement et par monsieur le préfet pour éviter que la situation dans les Alpes-Maritimes, qui est déjà dramatique sur le plan sanitaire, ne s'aggrave encore plus. Donc c'est effectivement tolérance zéro. À quelques encablures, c'est une promenade des Anglais dépeuplée. Le maire de la ville, Christian Estrosi, y a interdit l'accès, tout comme les plages du littoral. Seuls quelques riverains prennent le risque de venir contempler la Grande Bleue. Est-ce que vous savez que la promenade des Anglais est interdite? Ah, j'étais pas au courant. Certains ont du mal à comprendre la mesure. Donc moi, je peux marcher sur un trottoir avec des gens qui me croisent tout le temps et une promenade qui fait 15 mètres de large, j'ai pas le droit. C'est moche. Les Niçois sont malgré tout autorisés à sortir pendant 1 heure dans un rayon de 5 km avant que 18h sonne et la mise en place du couvre-feu. Et c'est dans ce contexte que Jean Castex, le Premier ministre, a présidé aujourd'hui une réunion par visioconférence avec les préfets notamment, ainsi que les directeurs d'agences régionales de santé de 20 départements qui pourraient être concernés par les mêmes mesures que les Alpes-Maritimes ou le Dunkerquois d'ici au 6 mars. Le Premier ministre qui a rappelé l'objectif du gouvernement, tout faire pour éviter un confinement national et adopter des mesures territorialisées. Il a également appelé les préfets à renforcer les contrôles des mesures. 16h35 sur BFM TV. L'actualité, c'était également ces 2 individus en garde à vue à Bondy, en Seine-Saint-Denis, pour homicide volontaire avec préméditation. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine du meurtre hier d'un adolescent tué devant une maison de quartier. Que sait-on de la victime? On retrouve sur place notre reporter Damagassa. Eh bien, Aymen était un adolescent âgé de 15 ans. Il vivait ici à Bondy depuis au moins 2009. Il résidait dans une zone pavillonnaire, donc un endroit assez calme. On a d'ailleurs pu rencontrer ses voisins ce matin qui étaient regroupés à quelques centaines de mètres du domicile familial. Et pour eux, c'est tout simplement l'incompréhension parce qu'Aymen est jugé comme étant un garçon calme, souriant, gentil, avec qui il n'y avait jamais aucun problème. Même chose pour ses amis d'enfance. J'ai pu rencontrer Hassan, très touché, avec qui il avait justement l'ambition de se retrouver l'an prochain en classe de première. Par ailleurs, Aymen avait un niveau scolaire correct. D'après ses voisins, il était très suivi scolairement par ses parents. Et enfin, le jeune homme était très connu ici à Bondy parce que c'était un sportif. Il était licencié depuis 3 ans au club de boxe thaïlandaise de la ville. Et d'après son coach, eh bien, c'était un jeune homme téméraire et très volontaire. Et enfin, eh bien, Aymen avait ses habitudes ici à chaque vacances scolaires dans ce centre de jeunesse Nelson Mandela. C'est là où il a trouvé la mort hier. Et preuve qu'il était très apprécié. De nombreux bouquets de fleurs sont déposés devant l'établissement depuis le début de cette journée. Et l'un des oncles de Aymen le décrit et décrit le choc dans l'entourage de cet adolescent qui finalement n'était qu'un enfant. Il est très naïf, il avait rien à voir avec... il méritait pas quoi, il méritait pas de mourir une mort pareille. Tout Bondy, il est choqué tellement, tous les gens qui le connaissent, ils sont choqués. Et ils ne croyaient pas que c'est arrivé ce drame. C'est un drame pour nous. Ça fait 3 mineurs tués en une seule semaine dans la même région, alors pas pour les mêmes raisons, mais le résultat est le même, une violence qui n'épargne pas les jeunes. Dans un instant, BFM TV vous propose une enquête long format sur un fléau, la guerre des bandes.